En comprenant un peu plus le système nerveux, nous pouvons commencer à comprendre pourquoi certaines choses se produisent et ce qui peut nous aider. La première tâche consiste à établir une relation de confiance qui puisse aider le système nerveux à baisser sa garde et à faire davantage confiance. Si je dis « Waouh, tu sembles vraiment en colère » et que je m'intéresse à ça, souvent, quand on pose ce genre de questions, l'enfant se calme un peu. C'est en fait le travail fondamental et principal d'un parent que de comprendre son enfant et de l'aider à se sentir compris. L'Institut polyvagal a pour mission d'aider les gens à comprendre ses idées et ses choix afin que nous puissions devenir le meilleur de l'humanité et non pas nous effrayer mutuellement et nous effrayer nous-mêmes. Bonjour, je suis ici au Congrès polyvagal de Potsdam 2024 et j'ai l'honneur et la joie d'accueillir le Dr George Thompson. Bienvenue, George. Merci, c'est formidable d'être ici et aussi de parler avec vous et votre public. Oui. Aujourd'hui, vous avez donné une conférence au sujet de la théorie polyvagale, de l'écoute polyvagale et de la façon dont la théorie polyvagale peut nous aider à écouter différemment. Vous avez travaillé avec des enfants, des adolescents, vous travaillez avec des personnes dans le domaine de la santé, vous avez abordé beaucoup d'aspects différents, c'est-à-dire par exemple, différentes populations et communautés à qui la théorie polyvagale a vraiment apporté quelque chose de différent et vous a aidé dans votre pratique et dans la façon dont vous formez les gens. Alors, pouvez-vous nous parler de ce que la théorie polyvagale a apporté à votre pratique et à votre façon de travailler? Bien sûr. Alors, la théorie polyvagale concerne le système nerveux et une partie spécifique du système nerveux qui fonctionne automatiquement et qu'on appelle le système nerveux autonome. Il s'avère que nous avons tous un système nerveux qui fonctionne en permanence, mais cela ne nous a jamais été enseigné et nous n'y avons pas prêté attention. Ce système a un effet sur nous, même si nous n'en sommes pas conscients. Et en comprenant un peu plus le système nerveux, nous pouvons commencer à comprendre pourquoi certaines choses se produisent et ce qui peut nous aider. Donc, j'applique ces connaissances au travail que je fais avec les enfants. Alors justement, qu'est-ce que cela vous a appris dans votre travail avec les enfants et comment aidez-vous les enfants dans une perspective polyvagale ou avec un prisme polyvagal? Je pense que les parents s'inquiètent ou sont contrariés quand leurs enfants sont en colère ou quand ils se ferment et refusent de parler. Or, il s'agit là de deux états du système nerveux autonome. Les gens ont probablement entendu parler de la réponse de combat et de fuite. Si un enfant est irritable ou en colère, c'est le signe qu'il est en état de combat ou de fuite. Le côté fuite peut se manifester par de l'anxiété, de l'inquiétude, de la nervosité et le sentiment que l'enfant a envie de s'enfuir. Il arrive aussi que les enfants parfois soient silencieux et ne veuillent pas parler. Ce qui se passe en réalité, c'est que leur système nerveux capte des signaux de danger. Mais il n'est pas toujours évident de comprendre que c'est justement ça qui se passe. Donc, quand nous identifions que l'enfant est irritable ou anxieux et que nous cherchons alors à savoir à quoi il réagit, en nous penchant sur la question, cela nous donne un nouveau choix sur ce qu'il faut faire. Par exemple, si un enfant est en colère à cause de quelque chose, je vais chercher à en savoir plus à ce sujet. Si je suivais la façon dont j'étais élevé, je dirais « Ne me parle pas comme ça, jeune homme, c'est un manque de respect ». Ou « Va dans ta chambre et quand tu seras calme, tu pourras revenir ». Oui, va dans ta chambre et calme-toi, exactement. Alors que si je dis « Waouh, tu sembles vraiment en colère » et que je m'intéresse à ça et que j'essaie de comprendre ce que vit l'enfant et surtout qu'est-ce qui s'est passé qui l'a mis en colère,
alors 2 choses se produisent. D'une part, j'obtiens des informations qui me sont utiles, mais souvent, quand on pose ce genre de questions, l'enfant se calme un peu. Parce que quand nous nous sentons menacés par quelque chose ou que nous réagissons à quelque chose, si quelqu'un nous dit « C'est vraiment important pour moi ce qui t'arrive là, qu'est-ce qui te menace? Je veux le savoir. » Alors nous avons l'impression d'avoir un allié, quelqu'un qui est de notre côté et qui peut nous aider à faire face à la menace. Et ça calme notre système nerveux. Et une fois que notre système nerveux s'est apaisé, nous pouvons alors faire des choix différents sur ce que nous allons faire ensuite. Ou alors, si la source de la menace est quelque chose à quoi je peux remédier, j'ai ensuite la possibilité de le faire. Par exemple, aujourd'hui, ma fille a envoyé un courriel à son professeur à propos de certaines de ses notes finales qui n'étaient pas correctes. Non, elle a envoyé un courriel à son conseiller parce qu'il y avait un professeur qui n'avait pas évalué certains de ses travaux. Elle avait envoyé tout un tas de courriels et elle ne savait plus quoi faire. Elle se sentait donc frustrée. Et là, je pouvais soit lui dire de se calmer, soit je pouvais lui dire « Qu'est-ce qui te contrarie ?» C'est ce que j'ai fait. Et là, elle a pu me répondre « Eh ben, je ne sais pas quoi faire à propos de ce professeur, je lui ai rendu mes travaux, je devrais recevoir les crédits qui y sont associés, mais ce n'est pas le cas. » C'est important pour elle, pour son système nerveux. L'idée qu'elle ne reçoive pas les crédits associés à des travaux qu'elle a pourtant réalisés est une menace, c'est une chose dangereuse, parce qu'elle peut ne pas obtenir les crédits qu'elle mérite. Et si j'identifie cela, alors bon, nous pouvons commencer à faire quelque chose pour remédier à la situation. Par exemple, voir qui nous pouvons contacter par courriel. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'envoyer un courriel à son conseiller. Il se peut aussi qu'elle vive la même situation, mais qu'elle ait essayé tellement de fois d'envoyer un courriel qu'elle a l'impression qu'il n'y a rien qu'elle puisse faire. Quand notre situation est celle d'une menace à laquelle nous ne pouvons rien faire, qui est inéluctable ou même dont nous pensons qu'elle va carrément mettre notre vie en danger, notre système nerveux se met alors en mode fermeture. Et quand cela arrive, l'enfant ne peut pas parler. Dans un des cours que je donne, je parle d'un garçon âgé de 14 ans qui est atteint d'un cancer, d'une leucémie, et il a des douleurs au ventre, il a de la fièvre, il se retrouve à l'hôpital, mais il refuse de parler au médecin. Et le médecin qui vient le voir s'assied simplement. Enfin, le garçon en a déjà renvoyé 2 et ce 3e médecin vient à son tour tenter sa chance, mais il se contente de rester assis sans rien dire. Il ne dit rien pendant 15 minutes. Et là, le garçon lui demande « Vous êtes qui ?» Le médecin répond « Je suis le docteur Roberts », puis il ne dit à nouveau plus rien pendant 15 minutes. Et là, le garçon commence à lui dire « Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous êtes là ?» Et le docteur commence alors à lui expliquer pourquoi il est là, mais au bout de 30 minutes seulement. Et la raison pour laquelle cette attitude a aidé le garçon, c'est que, par rapport à son système nerveux, le médecin n'a pas essayé de prendre le contrôle, il n'essaie pas de le forcer à faire quoi que ce soit, il fait comprendre au garçon que c'est lui qui reste aux commandes de la situation. Et là, le garçon peut sortir de sa fermeture et commencer à interagir, à répondre aux questions du médecin, à le laisser écouter son ventre avec le stéthoscope, à le palper un peu et à voir ce qui se passe. Parce qu'en fait, il s'agissait d'une situation grave. Ce garçon avait une appendicite. Et si on a une appendicite alors qu'on souffre de leucémie et qu'on fait de la chimiothérapie, de choses qui détruisent notre système immunitaire, on peut en mourir. Mais ce médecin a fait le contraire de ce que son propre système nerveux lui disait probablement de faire et lui disait qu'il fallait aller vite. Mais le médecin s'est dit « je vais plutôt ralentir ». Et ce ralentissement a donné suffisamment de sécurité au système nerveux du garçon pour qu'il puisse faire quelque chose de différent. Ce qui se serait passé si... Alors, ce médecin-là ne connaissait pas la théorie polyvagale à l'époque, mais il savait intuitivement comment les choses fonctionnent. S'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, et s'il avait fait ce que les autres médecins ont fait, ils auraient probablement dû opérer le garçon contre son gré, ce qui aurait constitué une énorme rupture de confiance. Même si cela lui sauve la vie physiquement, cela crée un énorme problème relationnel qu'il faut ensuite résoudre. Mais l'investissement de ce médecin lui a permis d'aider le garçon à se calmer, puis de procéder normalement, de l'examiner et de lui dire voilà ce qu'il faut faire. Le garçon a dit d'accord, la mère était aussi dans la pièce et cela lui a aussi permis de s'apaiser. Donc même s'ils sont confrontés à une situation très intense, ils peuvent travailler ensemble maintenant plutôt que de s'opposer l'un à l'autre. Donc le fait de connaître ces informations sur le système nerveux nous aide à prendre des décisions dans ce genre de situation. Par exemple, est-ce qu'on devrait ralentir ici? Est-ce que je dois chercher à savoir quelle est la menace? Est-ce que
que je devrais essayer de comprendre la colère ou l'anxiété que vit la personne. Et vous pouvez alors établir un partenariat avec la personne. Vous pouvez en fait établir un partenariat avec son système nerveux. Et quand on fait cela, le résultat est généralement bien meilleur. En vous écoutant, je pensais aussi aux médecins parce que dans notre système médical, je sais que c'est la même chose aux États-Unis et en Europe, beaucoup de médecins n'ont pas le temps. Et je dirais que je peux imaginer que le système nerveux du médecin se dit qu'il doit faire quelque chose très rapidement et qu'il n'a pas le temps. Comment pouvons-nous gérer cela dans notre système aujourd'hui? Et prendre le temps d'écouter ce système nerveux qui nous dit tant de choses. Excellente question. Ce médecin est un pédiatre cancérologue, un oncologue pédiatrique, et il avait eu 3000 patients à ce moment-là. C'est donc un médecin très expérimenté, et il a décidé de prendre le temps nécessaire. Ce qui lui est venu à l'esprit, c'est que si nous forçons les choses, elles iront peut-être plus vite dans l'immédiat, mais elles prendront beaucoup plus de temps plus tard, n'est-ce pas? Il y aura peut-être même un procès ou des gens mécontents, et qui sait combien de temps ça pourrait prendre. Donc, il peut replacer les choses dans un contexte plus large. Et ensuite, étant donné qu'il est capable de rester calme et de s'autoréguler, il peut accéder à la créativité dans son cerveau. L'image qu'il avait à l'esprit ressemblait à une scène tirée d'un vieux film de la Première Guerre mondiale, où les gens sont comme dans un terrier de renards. Et il a vu le garçon et sa mère dans un terrier de renards et s'est dit « Je ne peux rien faire, sinon ils iront plus loin dans le terrier. Je dois donc rester assis ici jusqu'à ce qu'ils sortent parce qu'ils se sentiront en sécurité. » Donc, c'est aussi ça qui se passe. Dans son état de calme, il a accès à la créativité, à des images, des idées, des solutions auxquelles je n'aurais personnellement pas pensé et qui se sont avérées très utiles. Alors oui, je pense que les personnes qui prennent les décisions concernant le temps dont dispose un médecin doivent aussi comprendre ce genre de choses et ils doivent comprendre le coût de la rapidité, de la précipitation dans cette situation-là. S'ils sont ensuite poursuivis en justice par le patient ou quelque chose du genre, le prix à payer sera en fait beaucoup plus élevé. La rapidité entraînera plus de risques. Et c'est quelque chose que les gens peuvent comprendre ou non, mais ces situations nous donnent ces occasions-là. C'est ma vision des choses. Vous m'avez dit également que vous travaillez avec des personnes qui travaillent elles-mêmes avec des gens souffrant d'addiction ou des gens qui vivent dans la rue. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet? Je pense que c'est aussi une situation intéressante. Oui, il y a quelques années, un homme a été tué à cause de son interaction avec la police. Le policier l'a maintenu au sol, cet homme s'appelait George Floyd, je pense que son nom est connu dans d'autres pays également, et il est mort. Et il y a une ville avec laquelle je travaille qui s'appelle Albuquerque au Nouveau-Mexique. J'y suis allée. Ah bon? Oui, il y a longtemps, 40 ans. C'est un très bel endroit. Le maire de cette ville a décidé de créer un autre département pour répondre à ce genre-là de problèmes, les problèmes liés aux sans-abri, aux personnes dépendantes, à la santé mentale, afin que la police n'ait pas à intervenir et que des personnes spécialement formées puissent le faire. Donc, je forme ces premiers intervenants à la théorie polyvagale parce que si quelqu'un est en crise dans la communauté, il sera dans un état de combat ou de fuite ou alors dans un état de fermeture. Donc, nous disons que l'intervenant répond à un inconnu en détresse. Inconnu parce que l'intervenant n'a jamais rencontré cette personne auparavant et va maintenant tenter de l'aider. Mais si on est en état de combat ou fuite ou de fermeture, notre système nerveux perçoit tout comme une menace. Donc, la première tâche consiste à établir une relation de confiance qui puisse aider le système nerveux à baisser sa garde et à faire davantage confiance. Et ensuite, il sera possible d'élaborer un plan pour la suite. C'est pourquoi nous leur apprenons à se connecter, à établir une relation de confiance, et ça se fait en écoutant. C'est la même chose avec les patients à l'hôpital ou les enfants traumatisés avec lesquels je travaille. On développe la confiance en écoutant vraiment la personne et en comprenant son expérience. Et si elle sent que vous avez pris le temps de la comprendre et que vous comprenez vraiment ce qu'elle ressent à l'intérieur, alors
son système nerveux commencera à se détendre. Ce n'est pas un processus conscient. Il se produit en dehors de la conscience, c'est-à-dire qu'il y a des parties du cerveau qui surveillent en permanence le degré de sécurité ou de danger. Mais le fait d'essayer vraiment d'écouter et de comprendre quelqu'un d'autre aide cette personne à baisser sa garde. Et quand elle le fait, on partage alors une expérience commune et on peut dire des choses comme « Vous traversez vraiment une période difficile là. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et on peut travailler ensemble pour résoudre le problème, plutôt que forcer la personne à faire quelque chose ou lui donner ma solution ou ce genre de choses. Désormais, nous sommes une équipe, nous sommes partenaires et nos systèmes nerveux sont sur la même longueur d'onde aussi. C'est comme s'ils se disaient, oui, nous pouvons collaborer et résoudre ce problème. Vous avez écrit 2 livres, je crois, et vous venez d'en terminer un ou vous êtes en train d'en terminer un autre. Le premier livre parle plutôt des enfants et des adolescents et le dernier traite de la parentalité, un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Donc pour vous, il ne s'agit pas uniquement de former des médecins et ce n'est pas une question qui concerne seulement le monde médical. L'aspect parental est aussi très intéressant. Oui, ce livre-là n'est pas encore sorti, j'y travaille en ce moment. Et en effet, si nous écoutons nos enfants et que nous les comprenons vraiment, cela a un impact profond. Mais je ne pense pas que quelqu'un m'ait dit cela en tant que parent. Je ne me souviens pas que quelqu'un me l'ait dit. On vous l'a dit à vous? Non. Alors que c'est en fait le travail fondamental et principal d'un parent que de comprendre son enfant et de l'aider à se sentir compris, à se sentir vu, se sentir entendu. Et cela a un certain nombre d'effets différents. Ça a un impact sur le cerveau, comme on l'a dit, ça aide l'enfant à se détendre et à être dans un état calme. Et dans cet état-là, il peut apprendre, il peut jouer, il peut être avec ses amis, il peut aller à l'école, il peut faire ses devoirs. On ne peut pas vraiment faire ses devoirs quand on est en état de combat ou de fuite, n'est-ce pas? On ne peut pas faire ses devoirs si on est en état de fermeture. Donc ça, c'est un des effets sur le cerveau. Mais ça engendre aussi un sentiment de sécurité. Par exemple, si vous parlez à votre enfant et que vous le comprenez vraiment, il le sent. Il sent que, tiens, ma maman me comprend vraiment. Et il a alors l'impression que vous êtes de son côté et que vous faites partie de son monde. Et ça crée ce qu'on appelle un attachement sécure. Ce type d'écoute-là conduit à un attachement sécure. Et un attachement sécure signifie que je peux aller dans le monde et avoir confiance en ma capacité à relever les défis qui vont se présenter à moi. Ou si les défis deviennent trop importants, je peux obtenir de l'aide. C'est ça qui se passe dans un attachement sécure. Mais ce type d'écoute favorise aussi notre compétence en matière de communication. La capacité de l'enfant à communiquer s'améliore. De plus, il est plus proche de lui-même, donc il se connaît mieux lui-même, parce qu'on l'a écouté et il a l'impression que son parent le comprend. Il se sent donc vraiment compris par l'autre, mais il se comprend aussi mieux lui-même. Et c'est pour cela que j'aime à dire que l'enfant qu'on élève ainsi est un enfant qui sait qui il est et qui sait ce qu'il doit faire. Et dans les faits, si on se connaît si bien, on est alors capable de découvrir son but dans la vie. On sait pourquoi on est là. Donc, vous savez qui vous êtes, ce que vous devez faire et pourquoi vous êtes là. Et je pense que la plupart des parents aimeraient beaucoup avoir un enfant qui possède ces capacités-là. Donc, l'écoute est la clé de toutes ces choses. Il peut y avoir d'autres choses qui sont utiles aussi, mais si vous n'écoutez pas, vous n'aurez rien de tout cela. Vous êtes peut-être doué, par exemple, pour établir une structure dans votre foyer, c'est-à-dire, voici ce que nous faisons le matin, voici ce que nous faisons après l'école, voici ce que nous faisons à l'heure du coucher. Ça, ce sont des choses très importantes. Mais si vous n'êtes pas en mesure d'écouter de cette manière, ce ne sera pas aussi efficace. Car l'autre avantage, c'est que lorsque vous comprenez votre enfant à ce point, vous savez ce dont il a besoin. Et vous pouvez alors lui fournir les choses dont il a besoin de manière appropriée et aussi au bon moment, parce que vous comprenez de quoi il s'agit. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours, si on prend l'exemple d'un enfant qui veut le dernier téléphone ou qui veut 1 kilo de bonbons ou de friandises,
ce n'est pas ce qu'il lui faut en réalité. Donc, si on comprend vraiment ce qu'est sa demande réelle derrière ça, si on comprend ça, il nous sera plus facile de lui apporter une chose saine qui va vraiment l'aider de la bonne façon. Oui, on peut lui demander par exemple, qu'est-ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui? Peut-être qu'il s'est disputé avec son ami. Et on peut alors lui demander ce qu'il a ressenti à ce moment-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as ressenti quand ton ami s'est fâché contre toi? Est-ce que ça t'a blessé? Est-ce que tu as eu l'impression qu'il ne t'aimait plus? Est-ce que tu as eu peur qu'il ne soit plus ton ami? Ça, ce sont des choses importantes pour un enfant. Et si c'est le cas, l'enfant ne sait peut-être même pas que c'est ça qui lui arrive, mais le fait d'en parler avec vous va vraiment l'aider. Et puis, en parlant, peut-être qu'il va même penser à des options. Par exemple, tu penses que si je lui envoie un texto, ça pourrait arranger les choses? Et là, on peut répondre, oui, voyons ce que tu pourrais lui dire. Et là, vous vous attaquez vraiment au problème qui se pose. L'autre avantage de ce type d'écoute, c'est que les parents se sentent mieux. Parce que si vous avez vraiment l'impression que, je veux dire, c'est ça que les parents veulent, comprendre qui est leur enfant et ce qui lui arrive. Et vous savez, quand j'entends des parents dire qu'ils sont frustrés, c'est souvent à cause de ça. Donc, il y a des choses spécifiques qu'on peut apprendre pour améliorer les choses. Et si on aide le système nerveux de l'enfant à se calmer, il sera plus enclin à s'ouvrir parce que quand on est calme, on est plus bavard. Quand je formais ces premiers intervenants à Albuquerque, il y avait là une femme qui avait un peu de mal avec cette idée. Et nous avons travaillé avec elle. Elle a commencé à comprendre et ensuite, le lendemain, le jour suivant de la formation, elle est revenue en disant « Une chose extraordinaire est arrivée. Hier soir, j'ai parlé à mon fils de 5 ans et je l'ai écouté comme on l'a appris ici. On n'avait pas parlé de comment écouter ses enfants, mais elle avait appliqué ce qu'elle avait appris à son fils. Elle nous dit « Je l'ai écouté comme vous nous l'avez appris et il m'a parlé pendant 2 heures. Il a 5 ans. Et à la fin, il m'a dit « Merci maman, tu es la meilleure des mamans. » Et elle a terminé en disant que c'était incroyable, que ce n'était jamais arrivé et tout à coup, c'était arrivé. C'est ce que nous savons grâce à la théorie polyvagale, n'est-ce pas? Il y a ces 2 états, le combat ou la fuite et la fermeture, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il existe un autre état qui n'est ni la fuite, ni le combat, ni la fermeture, c'est l'état de calme, de contact, de connexion. On m'a pas enseigné ça à la faculté de médecine ou dans ma formation en psychiatrie ou en pédopsychiatrie, mais pourquoi? C'est l'état le plus important dans lequel on peut se trouver. L'état ventral, c'est ça, l'état vagal ventral lié à l'engagement social. Et dans cet état, on a envie de se relier aux autres. Et l'écoute de cette mère a aidé son fils à entrer dans cet état. Et ensuite, naturellement, il a voulu lui parler. Il s'est connecté à lui-même, il s'est connecté à elle, et ils ont eu la meilleure conversation qu'ils aient jamais eue. Parfois, cela va très vite et parfois, cela prend un peu plus de temps. Je pense à cet enfant dont vous avez parlé lors de votre conférence. Il lui a fallu du temps pour qu'il comprenne, ou plutôt pour que sa mère comprenne la meilleure façon de l'écouter, de le calmer. Et ce garçon, c'était comme si on aurait pu penser qu'il n'arriverait jamais à rien, car il était toujours en colère, toujours en train de se battre, de lutter contre sa mère, n'est-ce pas? Et maintenant, il a 18 ans, il a grandi, c'est un jeune homme vraiment incroyable, mais ça a pris du temps, oui. Et ça, c'est important de le dire aussi. Il ne s'agit pas d'une chose magique, comme si on utilise la théorie polyvagale et tout est arrangé. Non, il nous faut... Notre système nerveux est capable, oui, de changer de cap rapidement, mais parfois il faut beaucoup de temps pour revenir à la régulation. C'est sûr que ça peut se passer ainsi, oui. Cette approche n'est pas un truc qu'on peut simplement appliquer. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quelque chose qui fait partie de l'aspect prendre soin de notre cerveau, c'est que la plupart des parents ont envie de connaître leurs enfants. Et bon, cela dépend des circonstances dans une certaine mesure et aussi des antécédents de la personne. Par exemple, si on vit dans la rue et qu'on nous a volé nos affaires, on sera plutôt perturbé, notre système nerveux sera plus agité, on se sentira plus menacé parce que tout ce qu'on possédait dans la vie vient peut-être d'être volé. Donc, il peut falloir un certain temps pour pouvoir en parler avec cette personne, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas rien. Ou le garçon dans son lit d'hôpital qui avait la leucémie,
Il sait qu'il a une leucémie, il sait qu'il a un cancer et probablement qu'il sait qu'il peut mourir. Ce n'est pas rien. Et ce garçon dont vous parlez, qui a été traumatisé, il a subi des traumatismes assez graves. Tout ça, ce n'est pas rien. Donc, plus notre système nerveux a été menacé dans le passé, plus il faudra de temps pour l'aider à se calmer, s'apaiser. Je pense que la devise du système nerveux, c'est « mieux vaut prévenir que guérir ». Il veut donc être absolument certain que les choses sont sûres. Il ne suffit pas d'un tout petit peu de dire une seule chose et ensuite le système nerveux se détend. Dernière chose, vous avez annoncé que vous étiez devenu président du conseil d'administration de l'Institut polyvagal. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela signifie et ce qu'est l'Institut polyvagal pour les gens qui ne le savent pas? Alors, s'ils nous écoutent, ils le savent sûrement, mais qui sait, ils ne le savent peut-être pas. Alors, l'Institut polyvagal a été créé par 4 personnes, c'est-à-dire Stephen Porges, Deb Dana, Karen Onderko et Randall Redfield, il y a environ 4 ans. L'objectif était de faire connaître ces idées. Et je pense qu'en étudiant la théorie polyvagale, personnellement, vous savez, si je regarde le monde, parfois il me semble très effrayant. J'ai l'impression que nous pourrions tous nous entretuer et toute l'humanité serait anéantie, n'est-ce pas? Quand j'étais enfant à l'école, je m'entraînais à me cacher sous mon bureau pour me préparer à une attaque nucléaire. Et ça, c'est un peu terrifiant. Mais ce que j'ai aussi remarqué, c'est que, par exemple, nous avons envoyé un rover sur Mars et sur le rover, il y avait un petit hélicoptère et quelqu'un a piloté l'hélicoptère sur Mars. Et ça aussi, c'est à couper le souffle. Entre s'entretuer et faire voler des hélicoptères sur Mars, il y a un écart immense. Mais si nous comprenons le système nerveux, nous comprenons que s'entretuer, c'est une question de combat ou de fuite, alors que pour construire un appareil qui va sur Mars et qui vole, il faut énormément de coopération. C'est ce qu'on appelle l'engagement social, le vagal ventral. Et cela nous donne différents choix par rapport à la direction que nous allons prendre. Est-ce que nous allons choisir cette direction-là ou cette autre direction? Et l'Institut polyvagal a pour mission d'aider les gens à comprendre ces idées et ces choix afin que nous puissions devenir le meilleur de l'humanité et non pas nous effrayer mutuellement et nous effrayer nous-mêmes. Voilà, donc ça, c'est une façon générale de présenter ce qu'est l'Institut. Nous organisons des congrès, des formations, d'autres choses du même genre, mais il s'agit avant tout d'apprendre à connaître le système nerveux et de comprendre que nous sommes parfois en mode combat ou fuite et que pour nous sentir plus en sécurité, nous nous battons les uns contre les autres. Alors que parfois, quand nous nous calmons et collaborons, nous pouvons avoir des idées brillantes, créatives et innovantes. Le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif a toujours pour mission de contribuer à la planification stratégique de l'organisation, c'est-à-dire se demander où nous allons aller et comment nous allons nous y prendre. Ça, c'est une de ses tâches. Nous sommes actuellement en train de constituer le prochain conseil d'administration. Quand une organisation démarre, il s'agit souvent d'un petit groupe de personnes qui travaillent en étroite collaboration et ensuite, au fur et à mesure qu'elle prend de l'ampleur et connaît le succès, elle passe alors à un processus plus formalisé, plus formel, qui implique par exemple un plus grand nombre de structures. C'est la phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous avons beaucoup de succès en tant qu'organisation et nous avançons dans ce type-là de direction. Et quel rôle est-ce que vous voulez jouer là-dedans, vous, George, en tant que personne? Eh bien, je suis très honorée qu'on m'ait demandé d'être le président du conseil d'administration. Je considère que c'est un rôle de gardien. La théorie polyvagale représente une ressource énorme. Ces idées, cette formation, les recherches menées par Stephen Porges. Par conséquent, il nous faut honorer le travail accompli, mettre en place des structures qui nous permettent de continuer à trouver des moyens d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible et d'avoir un impact positif. Et pour faire tout cela, vous savez, j'ai des enfants et je souhaite qu'ils grandissent dans ce type de monde-là, un monde dans lequel il fait bon grandir. Et je sais que les parents s'inquiètent de cela de nos jours. Alors, l'Institut polyvagal peut-il y contribuer? Je pense que oui. Il s'agit donc de trouver des solutions pratiques pour y parvenir.
Merci beaucoup et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'Institut Polyvagal, vous pouvez aller directement sur leur site internet en anglais ou vous pouvez contacter l'un des partenaires de l'Institut dans votre langue, Quantum Way pour le français, mais aussi dans beaucoup d'autres langues. Je ne sais pas combien de partenaires l'Institut compte aujourd'hui, mais il y en a beaucoup. Merci George, ça a été un réel plaisir d'avoir cette conversation avec vous. Merci Florence, une conversation pleine d'espoir. Oui, oui, merci.